Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Annales d'Opale. Ici Ethno et je suis rejoint au coin du feu aujourd'hui par mes deux comparses, donc Cook. Salut, salut. Et Merlin, des livres de Merlin. Salut. Bonjour à tous. Aujourd'hui, épisode un peu spécial parce qu'on l'attendait depuis un petit moment celui-ci. Et bon, vous l'avez vu dans la description de la vidéo ou du fichier, hein, on va parler du Hobbit. Donc petit livre pour une grosse aventure, hein. Et je crois qu'on va attaquer directement, hein, parce que bon, il y a quand même pas mal de trucs à dire. Oh, il a osé. C'est ça, on va partir à l'aventure. Alors après des petits clichés comme ça, c'est pas mal quand même. Je crois pas. Ouais, aussi une histoire qui avance à grands pas. Enfin bon. Ah ouais, pas mal ça. Pas mal. Ah oui, pas mal. Pas allez, mal. balancez vos trucs, hein, si vous en avez d'autres. Oh, Ça je va pense qu'ils venir. vont sortir spontanément, peut-être. C'est ça. Donc, par quoi on attaque déjà, parce que bon, c'est pas tout ça, mais Alors moi, je crois que t'as fait un petit résumé. ouais. Alors de quoi est-ce qu'on parle, du coup? Pour ceux qui auraient loupé un gros épisode qui est le Hobbit. Donc ça parle de quoi, le Et Hobbit? le Hobbit, c'est l'histoire de Bilbon, qui est donc un Hobbit, un semi-homme aux habitudes qui sont vraiment bien réglées et qui coule des jours paisibles, dans un trou qui lui sert de maison. Mais attention, c'est un trou quand même qui a le confort de nos habitations actuelles, hein, ça c'est important de le dire. Mais tout va changer le jour où Gandalf, un magicien, vient à sa rencontre alors qu'il fumait tranquillement sa pipe devant chez lui. Donc cette rencontre, pour le moins fortuite, du moins pour le Hobbit, hein, va littéralement chambouler ses petites habitudes et le faire sortir de sa zone de confort, puisque bientôt, une dizaine de nains, au bas mot, hein, débarquera chez lui et l'embarquera dans ce qui ressemble à une aventure avec un grand A. Ça me met dans l'ambiance. Voilà. Hein. C'est beau. Voilà, et d'aventure, on va en parler, hein, parce que du coup, c'est le thème principal de ce Hobbit. C'est ça. Et quelle aventure. Exactement, parce qu'en pas beaucoup, parce que bon, on rigole, mais c'est vrai que le livre est pas super épais, déjà, pour commencer, mais qu'il a quand même marqué la littérature, et c'est rien de le dire, parce que du coup, alors pourquoi? Parce que déjà, c'est un conte, et ça, je pense que c'est quelque chose qui perdure dans le temps, et qu'en plus de ça, ça a donné lieu à quelque chose d'un peu plus gros. Donc là, cette fois, vraiment axé pour les adultes avec le Seigneur des Anneaux. Et puis voilà, Tolkien, on le sait, on va pas faire une biographie du Lascar, parce que il a vraiment marqué la littérature lui aussi avec ses écrits. Et voilà, avec le Hobbit, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Cook, c'est vraiment un livre qui a marqué et les grands et les petits, du coup. Et moi, c'est vrai qu'à presque 40 ans, quand j'ai relu ça, j'étais à fond dedans, quoi. Ça, c'est indéniable, et je crois que ce sera jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'y vois plus et que j'arrête de lire. Je pense que c'est un bouquin qui restera vraiment dans ma vie, parce que il y a vraiment beaucoup de choses, des thèmes qui sont présents, comme le voyage, l'aventure, les combats, tout ça. Voilà, c'est vraiment, moi personnellement en tout cas, tout ce que j'aime dans un bouquin condensé dans, même pas 400 pages. Et c'est vraiment, moi, ce qui m'a plu, et c'est assez paradoxal, c'est que le bouquin fait peut-être 1000 pages de moins que le Seigneur des Anneaux, hein. Mais voilà, dans mon cœur, il est vraiment devant. Et en fait, il est vraiment dénué de tout ce que le Seigneur des Anneaux fait, que je suis pas un grand fan. Parce que là, c'est vraiment synthétisé. Et c'est ce que j'aime dans le Hobbit. Surtout qu'il y a pas mal de thèmes qui se répondent entre le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Donc c'est vrai qu'on peut voir ça comme le petit Seigneur des Anneaux, quelque part. Enfin, un point d'entrée pour la littérature de fantasy, d'une manière générale. Et en même temps, il se détache... Il n'y a pas beaucoup de livres qui lui ressemblent. Il y a beaucoup de choses qui sont inspirées du travail de Tolkien de manière générale, mais peut-être pas tellement du Hobbit. Alors qu'effectivement, c'est peut-être le plus accessible. Oui, c'est ça. Mais je pense que, en tant que lecteur, il est quand même difficile de ne pas aimer le Hobbit. Parce que je trouve que Tolkien est un conteur vraiment incroyable.
Il a écrit ses livres je ne sais plus exactement si c'est pour ses enfants ou ses petits-enfants, mais ça se ressent parce que tout est fait dans le livre pour nous émerveiller. Et en fait, Bilbon part à l'aventure, pour une aventure extraordinaire, mais en fait, c'est nous en tant que lecteurs, en fait, c'est nous qui partons pour une aventure extraordinaire dans le monde, dans l'univers, la mythologie que tout Tolkien a créé, quoi. Déjà, dès l'entrée du livre, d'abord, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est le ton qui est utilisé. C'est qu'il s'adresse à nous, lecteurs, en dévoilant des petits indices par-ci par-là sur ce qui va se passer par la suite. Comme pour nous garder, pour susciter la curiosité de l'enfant qui est en nous. Et je trouve déjà ça merveilleux, quoi. Enfin, ce que je trouve vraiment génial, en fait, si on part directement dans le dans l'appréciation de ce qu'est le Hobbit, c'est que t'en parlais un peu avant, c'est vrai que c'est aussi bien pour les petits que pour les grands, parce que effectivement, quand t'es petit, il y a plein de ressorts narratifs qui fonctionnent chez les enfants, mais même quand à nos âges on le relit, bon, il y a le plaisir de la langue, effectivement, mais il y a tout un jeu de pistes, en fait, avec les personnages, le nom des personnages, quelques éléments qu'on comprend pas trop quand on est petit, certains enjeux qui paraissent un peu lointains, qui prennent plus de sens, et il y a vraiment un intérêt, en fait, à le lire à tout âge et à différents moments, parce que c'est une lecture qui est très riche et que finalement c'est pour les enfants, mais on sent que c'est quand même écrit par quelqu'un qui veut raconter une histoire dans un monde qu'il était déjà en train de créer, hein, au moment où il écrit le Hobbit. Il est pas au point d'avoir écrit le Seigneur des Anneaux, mais il a déjà un travail sur la langue des elfes et créer un monde par rapport à ça. Donc il a déjà quelques idées. D'ailleurs, dans les différentes versions d'écriture qu'il a fait, les noms des personnages changent beaucoup. Gandalf ne s'appelle pas Gandalf à la base, il a un autre nom. Et c'est le nom du roi des gobelins, je crois, dans un des manuscrits. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, et finalement ça va être un espèce d'énorme puzzle où tout va être cohérent, sachant que au moment où avant de faire paraître le Hobbit, il travaille déjà sur le Seigneur des Anneaux quand même. Et en avançant un peu dans son écriture, il va se rendre compte qu'il faut faire un lien, en fait, entre le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, et du coup il va modifier certains éléments, et c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi tu parlais de mythologie, et ce qui peut susciter l'intérêt aussi chez les lecteurs plus âgés, c'est ce jeu de pistes, en fait, et cette vision globale de l'univers qui fait qu'on n'est pas simplement dans un récit pour enfants, dire avec des choses simples, des enjeux simples, des personnages qui sont juste caractérisés par un trait de caractère, justement, ou alors Gandalf avec son grand chapeau et son bâton. Mais en fait, il est plus que ça quand même. Il n'y a pas que ça. On le distingue parmi les autres, mais en même temps, on sait qu'il a une vie bien plus ancienne et qu'il va faire d'autres choses importantes dans le futur. Tu vois, sans avoir lu le Seigneur des Anneaux ou le Silmarillion, on se rend compte qu'il a une dimension beaucoup plus grande que ce qu'on lit. Et c'est ça, je pense, qui fait qu'un lecteur adulte va quand même y trouver du plaisir. Ouais, exactement. J'ai beaucoup divagué. Ouais, carrément. Puis c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on se doute des enjeux qui sont beaucoup plus importants. Mais au niveau d'un enfant, c'est vrai que déjà il a fait peser sur l'histoire un peu moins d'enjeux, en fait, entre gros guillemets, parce que là il s'agit juste il s'agit pas de sauver le monde, en fait. Je veux dire, Sauron est pas là, et c'est vrai que si un gamin tu le fous face à ça et qu'il s'identifie à un personnage qui doit sauver le monde alors que le petit a 6 ans, c'est vrai que c'est un petit peu lourd. Là c'est une quête qui est beaucoup moins importante. C'est un personnage qui doit aller récupérer un trésor avec une bande de nains. Mais derrière, c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, le second degré de lecture est beaucoup plus important. Et puis là aussi, il faut dire qu'on a affaire à une sorte de quête initiatique, en fait, aussi. Alors nous, en tant qu'adultes, on a déjà fait le chemin, normalement, même si ça fait toujours quelque chose de se dire, bon, là, il sort quand même Bilbo de son habitat, de ses habitudes, donc d'un certain matérialisme, en fait. Et des fois, moi, je me suis surpris à me dire, bon, c'est vrai que si j'étais lui, je le vivrais peut-être mal, parce qu'il y a un détail vraiment très bête qui m'a fait marrer, c'est quand il commence à partir, il dit, mince, je crois que j'ai oublié mon mouchoir.
Et je trouve que ça symbolise vraiment tout ce confort en fait que Bilbo il avait et qui quitte en fait pour partir à l'aventure et quelque part peut-être aussi à l'aventure à la recherche de lui-même. Pardon. Et ça c'est quelque chose que je trouve super important. N'aime pas l'aventure, moi ça me fait vraiment penser à maman veut pas que je me salisse, tu vois. C'est un peu ça, ouais. Oui, puis comment dire, mine de rien, enfin, il a Bilbon, même si c'est un, comment dire, il a 25 ans, donc il est considéré comme tout juste adulte. Il fait vraiment penser à un enfant, déjà de par sa taille, et il a aussi des réactions et des peurs liées finalement à l'enfance. Donc je pense que c'est aussi pour ça que les gamins peuvent s'identifier, parce que quand il part de chez lui, en fait, il découvre tout. Et il regarde le monde qui l'entoure avec des grands yeux ronds. Et il a peur de l'obscurité. Enfin, quand il se retrouve dans la caverne avec les gobelins, lorsqu'il tombe dans les ténèbres pour ensuite rencontrer Gollum, tu sens qu'il a peur de l'obscurité, de l'inconnu, de l'insécurité. Plusieurs fois, il répète au lecteur que son trou de hobbit lui manque, que c'est énième petit déjeuner lui manque. Je trouve que c'est vraiment des réactions d'enfants qui ont peur de l'inconnu, mais qui sont aussi émerveillés par tout ce qu'ils découvrent. Lorsqu'il rencontre les elfes, il est bouche bée. Mais il faut dire que la narration, elle va vraiment dans ce sens-là, en fait, parce que ça, on va en parler, je pense, mais voilà, on a un narrateur. Et donc ça déjà je pense que ça permet de prendre du recul aussi un petit peu de l'histoire, parce que des fois il nous sort un petit peu de l'histoire à proprement parler, soit pour faire des allusions au monde qui est un autre monde, pardon, ou alors en dédramatisant des situations ou en les ironisant en fait. Et ça déjà je pense que ça rassure aussi un gamin à qui on pourrait lire, parce que pour répondre à ta question tout à l'heure, il me semble que c'est à ses enfants. C'est pour ses enfants qu'il l'avait écrit. Oui, c'est pour ses enfants. Et il y a eu beaucoup de phases en fait dans l'écriture du Hobbit, ça s'étale sur presque 10 ans je crois. En gros, il aurait commencé vers la fin des années 20 et il aurait terminé au début des années 30 on va dire. Et il est publié qu'en 37, donc il y a eu presque 20 ans en fait entre le début vraiment de l'idée du Hobbit. La phrase célèbre qu'il a écrite sur une feuille et qui est restée en plan pendant très longtemps, c'est dans un trou vivait un hobbit, et il savait pas où il allait avec ça, jusqu'au dernier point où il a dû quand même il a dû achever son manuscrit en rajoutant en fait l'histoire devait se terminer et on le sent je trouve dans le récit à la mort de Smaug quand il se fait tuer par Bard. Donc qui est un personnage, un humain qui vit dans un village à côté de la montagne où se rendent les nains et les hobbits, et ça doit s'arrêter là. Et c'est vrai que dans le récit, on sent qu'il y a une espèce de... On atteint un climax et puis les choses retombent un petit peu, et il a continué ensuite avec toute l'histoire de la bataille des 5 armées qui ne devait pas se passer comme ça à la base. Le titre anglais du Hobbit c'est The Hobbits or There and Back Again en fait. Donc aller et retour d'un Hobbit quoi. C'est le nom qu'il y a dans le film du Seigneur des Anneaux. Et la bataille devait se passer pendant le retour de Bilbo. Mais en fait il s'est avéré qu'en écrivant l'histoire ça faisait pas sens et que finalement il fallait tous qui se retrouvent dans la... Alors c'est dans la vallée de l'Andouin je crois, je sais plus. Je connais mal ma géographie tolkienienne. C'est le Sror. La région c'est le Sror, c'est tout ce dont je me souviens. Après... Non, c'est pas l'Andouin c'est au sud. Donc même ça a bougé. Et du coup, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées au fur et à mesure. C'est difficile de voir comme quelque chose de complètement unique. C'est quelque chose qui a été vraiment mouvant, et la forme qu'on lui connaît aujourd'hui n'est peut-être pas celle qu'a connue les enfants de Tolkien. Ouais, mais c'est marrant ce que tu dis parce que je l'ignorais déjà, je savais pas que la bataille des 5 armées avait été rajoutée après, mais ça fait sens parce que moi je trouve qu'il y a une véritable cassure en fait à ce moment-là, et moi perso ça m'a un peu sorti de l'histoire. J'ai dû un petit peu ramer la première fois que je l'ai lu pour m'accrocher à ce passage-là, parce que
je me suis dit chouette, un truc sans guerre, sans truc comme ça. Je trouvais l'histoire avec Smaug très 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 bien. Et du coup, c'est vrai que ça arrive très vite, la mort de Smaug, ça c'est vraiment un truc où je me suis dit bah merde, ça y est, putain, c'est déjà fait. C'est limite, ça te prend 5 pages, il l'a à peine rencontré, tout ça. Et après, derrière, y a cette histoire qui vient se greffer. Moi, c'est pas ma partie préférée du conte, je vous avoue, hein. Mais bon, je l'ai pris comme elle venait, hein, parce que de toute façon, je me suis dit s'il l'a rajouté, c'est qu'elle devait pour lui y être, donc voilà. Mais, bon. En fait, c'est une demande. Alors, je sais plus si c'est l'éditeur ou des amis à lui qui lui avait. Je sais l'éditeur qui lui avait demandé de terminer, d'achever le manuscrit en fait. Pour lui, c'était pas fini. Donc, c'est peut-être une demande plus. Alors, on va pas dire marketing ou économique, mais tu vois, un truc de professionnel de l'édition, et que ça avait plus de sens de terminer le récit sur cette bataille-là. Je sais pas trop. Parce que, comme tu dis, ça sort du récit dans le sens où on sort du conte un petit peu et on est plus du côté épique qu'on va retrouver dans le Seigneur des Anneaux. Donc, est-ce que c'était pour préparer aussi le futur Seigneur des Anneaux Ça, j'avoue que j'ai pas la réponse. Après, ça permet aussi, sur une analyse plus à notre niveau, plus que sur celle des enfants, de mettre en avant l'aspect de la relation que Thorin a avec j'arrive jamais à le dire, l'Arkerstone. Voilà, on voit vraiment que là il y a Thorin a retrouvé donc sa montagne et tout ça machin, et il y a une un certain truc qui est mis en avant, je trouve, c'est vraiment c'est pas le mot que je cherchais, pas l'avarice, mais c'est le fait de posséder quelque chose, et en fait on est la cupidité. Pardon? La cupidité. Exactement, voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. Et voilà, qui a un aspect aussi qui va de pair avec le matérialisme. Et que du coup, Thorin se met limite tout le monde à dos. Thorin ou Thorin, hein, je suis désolé pour ceux qui j'écorche les oreilles, je sais pas trop. Ouais, Thorin. Hein. Et voilà, moi j'ai trouvé mon compte là-dedans en me disant voilà, c'est vrai que j'aime bien ce thème-là. Donc du coup, après, le fait que Bilbo, lui, aille négocier avec les humains et les elfes pour essayer d'avoir la paix et tout ça, j'ai trouvé que voilà, ça marquait vraiment la maturité du personnage de Bilbo face à Thorin. Et que voilà, c'était vraiment quelque chose d'important dans l'histoire au final. Mais toute cette guerre au milieu, voilà, je sais pas si ça avait été vraiment nécessaire. Après, il y en a qui diront que c'est peut-être l'aspect de la guerre que Tolkien avait connu, mais je suis pas sûr qu'il était fan de ce genre de truc. Hein, donc, je vois pas ça comme ça, moi. De son vivant, il a toujours dit que il a jamais fait référence en fait à son expérience de la guerre. Alors peut-être qu'inconsciemment ça peut jouer, mais en tout cas c'est volontairement il a jamais mis ça dans ses écrits, ni dans le Seigneur des Anneaux, ni dans. Ouais. Moi aussi je pense que c'est vraiment quelque chose d'inconscient, parce que bon, après je pense que dans chaque histoire il y a un peu de la personne qui l'écrit, hein, c'est extrêmement cliché encore une fois, mais voilà, après qu'il mette une guerre alors que lui. Moi je pense pas que ce soit par rapport à ça qu'il ait mis de lui-même. Là où il met de lui-même Tolkien, c'est quand il parle de récits de voyage. C'est là où il est le plus intéressant. Même dans le Seigneur des Anneaux, toutes les parties bataille. Dès que ça devient statique, en fait, je trouve qu'il est moins bon. C'est vraiment sur le voyage et la description du voyage. La description, ouais. Là, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et c'est ce qui me plaît le plus dans le Hobbit d'ailleurs. Dans le Hobbit, par exemple, là ça va te parler, parce qu'on en a parlé la dernière fois. Tout le passage dans les montagnes bleues, c'est une référence à ses vacances en Suisse. Par exemple. D'accord, ok. Tu vois, et c'est vrai que quand tu te promènes un peu dans les montagnes en Suisse, c'est ça quoi, t'y es. Donc ça oui, il met de lui-même, mais je pense pas que la partie guerrière soit ce qu'il met vraiment de lui-même. Hein. D'ailleurs, je trouve que là-dessus, il est pas spécialement bon. Enfin, ça reste correct. Hein. Je vais pas cracher dans la soupe. Mais c'est pas là où c'est pas là où il est le meilleur, en tout cas. Non. C'est un peu ça. Et encore, moi je pense que dans le Hobbit, ça rejoint en tout cas ce que vous dites, mais de mémoire, la bataille des 5 armées est quand même assez occultée dans le Hobbit, parce que il me semble que Bilbo perd connaissance, je sais plus s'il reçoit un coup sur la tête ou autre, et en fait à son réveil, de mémoire, hein, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai lu le Hobbit, de mémoire, quand il se réveille, la bataille est finie, donc en tant que lecteur, on n'a pas une bataille à proprement parler. Ou pas aussi longue ce qu'on peut avoir, encore une fois, dans le Seigneur des Anneaux.
Donc il s'attarde pas dessus comme pourrait le faire des grands récits épiques un peu plus récents où oui, on est en bataille rangée et on doit lire la bataille sur plusieurs pages, mais je trouve que là pour le Hobbit c'est pas du tout le cas. Je me souviens plus que je crois que le coup sur la tête c'est Merry ou Pipin dans le Seigneur des Anneaux je sais plus à quel moment, mais enfin quoi qu'il arrive mais je suis plus sûr, c'est peut-être dans le Hobbit hein. Mais en tout cas ce qui est certain dans le Hobbit, c'est qu'on quitte le point de vue de Bilbon au moment où on nous décrit la bataille. C'est-à-dire qu'on nous décrit les phases de la bataille, comment les orques ou les gobelins, je crois que c'est des gobelins, gagnent du terrain, puis sont repoussés, puis finalement, on nous explique en fait les grands mouvements, mais il n'y a pas on suit pas un personnage de point dans de vue, l'action. ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est vraiment distancié, comme tu disais au début, et c'est vrai que ça crée... ça donne la possibilité au lecteur de se détacher un peu de ce qui se passe. Parce qu'on sait qu'il y a quand même des morts, etc. Donc ça peut être quelque chose qui peut être dur quand t'es enfant, quoi. Et la seule victime dont on parle vraiment dans tout ça, c'est Thorin qui meurt un peu après la bataille, mais parce qu'il faut finir l'arc narratif qui est entamé avec Bilbon, en fait. C'est la seule raison pour laquelle on en arrive là. Et quelque part, tous les personnages qui veulent absolument posséder quelque chose chez Tolkien, ils finissent mal. On pense à Boromir, on peut penser à Isildur aussi. Enfin voilà, il y a cette idée de ce que tu possèdes finit par te tuer, un peu à la Fight Club quelques années plus tard, quoi. Mais ouais, je sais plus pour le coup sur la tête. C'est vrai qu'on l'associe souvent au Hobbit, mais je me souviens plus de ça, mais c'est possible. Hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on sort du point de vue de Bilbon, ça c'est sûr. Quelle que soit la raison, on n'a plus son point de vue. Donc ça fait aussi sens parce que depuis le début, il est vraiment, je trouve, associé à l'image d'un enfant. Le fait qu'il soit un petit peu occulté et qu'on n'ait plus du tout son point de vue, au niveau de la bataille, ça fait aussi sens. Et là où il se démarque vraiment, à mon sens, c'est plus sur le début d'aventure. Par exemple, rien qu'avec les énigmes avec Gollum, ou quand il essaye de sauver les nains, des araignées, il lance des cailloux sur elles ou sur leur toile pour les faire tomber. Et là, Tolkien nous dit que voilà, Bilbon est un sacré lanceur. Il évoque en tout cas tous les jeux auxquels Bilbon joue. Et je trouve que là, forcément, il a plus d'importance. Il est beaucoup plus mis en avant que peut-être sur la fin du récit. Parce que là, je pense qu'il est en plein développement, en fait. On comprend bien que, notamment avec le passage des araignées, il a gagné en bravoure. En fait. Et c'est peut-être quelque chose qu'il aurait été incapable de faire en début de quête, mais si, pourquoi pas. En début d'aventure, en tout cas, du moins. Et je pense que ça aussi, ça marque un passage important dans le développement du personnage de Bilbo, puisque là, on sent vraiment qu'il prend ses dards, je crois. Oui. Et il va à la castagne pour essayer de délivrer ses potes. Et là, je trouve que vraiment, le perso, on le sent parti. En fait, déjà, on sent vraiment qu'il s'est détaché de tout ce qu'il a lâché, tout ce qu'il a laissé derrière lui. Et que là, ça y est, c'est bon. Il a traversé des trucs quand même assez difficiles. Je crois que déjà, ils ont plus ou moins été livrés à eux-mêmes à ce passage du récit, parce que Gandalf était parti, si je me souviens bien. Je crois qu'il n'était pas avec eux. Non, il n'est pas avec eux. Tu peux faire un lien avec la Moria. En fait, le moment dont tu parles, c'est le même moment où les hobbits s'aperçoivent qu'ils sont vraiment dans l'histoire avec un grand H, dans le sens où ils vont dans une caverne, donc le moment sous la montagne, en fait, où Bilbo trouve l'anneau et doit s'en sortir tout seul, c'est le moment où il commence à entrer dans l'âge adulte. Ouais. Parce que c'est là où il doit prendre son courage à deux mains, il doit être autonome, etc. Et dans le Seigneur des Anneaux, c'est le moment où ils perdent Gandalf et où il va falloir faire sans, et pareil, où ils sont confrontés à un danger direct et mortel. Le Balrog, je pense, c'est suffisant pour te faire grandir en vitesse. C'est sûr.
T'apprends à fuir, c'est ton premier geste d'adulte. Après, est-ce que tu vas directement à la castagne, ça c'est peut-être moins sûr, mais ouais, c'est sûr. Mais tu vois, ça fait partie, je disais un peu plus tôt, qu'il y a beaucoup de liens en fait entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Ça, c'en est un. C'est ce moment sous la montagne qui se trouve en milieu de récit, on va dire. Oui, parce qu'après. Et effectivement, après, ils sont plus avec Gandalf qui est là pour les guider, donc ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. C'est ça. Et Bilbon, bah, il est pas encore celui qui va négocier pour la paix. Oui. Qui demande un autre courage. C'est ça. Tu vois, là, il est quand même sur l'action. Là, c'est sur la sagesse quand il demande de prendre des responsabilités. La paix, t'es sur un autre truc quand même. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que à chaque fois quand. Excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. C'est vrai parce que ça me fait penser aussi à quelque chose, c'est que en fait, pendant tout le long du récit, c'est toujours Gandalf qui vient un peu les sortir de leurs difficultés, notamment quand ils sont avec les trolls. C'est Gandalf qui imite les voix des différents trolls pour les sortir de la situation où tous les nains sont attachés et qui se chamaillent en fait entre eux pour savoir de quelle manière ils vont cuisiner les nains. Et pareil dans la caverne des gobelins. Alors que là, dans la forêt avec les araignées, c'est là où ils prennent les choses en main et que Bilbon commence à grandir et montrer de quoi il est capable. Ce dont Tolkien n'arrêtait pas de nous le confirmer depuis le début du récit, et c'est vraiment là où on peut en prendre pleinement conscience. Et pourtant, les nains, ils croyaient pas à ce moment-là. Non. Et je pense que c'est à partir du moment où ils ont été délivrés par Bilbo où justement leur confiance elle commence à se gagner. Il y a ça et le fait qu'ils sont ensuite emprisonnés par les elfes, et c'est encore Bilbo qui va les faire sortir par ruse à chaque fois. Hein. Et même Gandalf, il utilise bien plus la ruse que la force. Tu parlais des trolls, effectivement. C'est ça. Et ça c'est... Effectivement, on peut voir différentes étapes de l'évolution du personnage, mais ce qui est logique en fait avec le principe d'un conte, puisque l'idée du conte c'est qu'on a une situation initiale avec un personnage qui est plutôt un enfant, et en fait c'est la quête initiatique. Donc je parlais de quête tout à l'heure, mais en fait on est complètement dans le schéma de la quête, et effectivement une fois qu'il a atteint son objectif, il y a cette idée, dans le titre anglais on est encore de revenir. Ce qui est important dans le conte, c'est de revenir à l'endroit initial, mais en ayant changé quelque chose. Et en général, c'est parce que le personnage a appris sur son chemin, donc il a grandi. Donc c'est pour ça qu'on est complètement dans le conte. Hein. Il n'y a aucune ambiguïté sur la question. Et la dimension épique, elle apparaît, et c'est là où effectivement on sort peut-être du récit complètement pour enfants, et qu'on sent que c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu à la base. C'est que la bataille, elle intervient après que là où normalement on aurait arrêté un conte. C'est-à-dire le dragon est mort, on a récupéré l'objet de la quête, donc on a atteint l'objectif, donc c'est la fin du récit, le Hobbit peut rentrer chez lui. C'est un peu ce à quoi je m'attendais. La première fois que je l'ai lu, je me suis dit, bon, ça va se terminer sur la mort de Smaug. Et plus j'avançais, et bon, on comprend que Smaug tombe. Je me dis putain, mais il reste au moins 100 pages. C'est quoi le truc, enfin voire même plus, tu sais. En fait, il va sortir de l'eau. Oui, non, mais rigole. En plus, moi, je m'attendais à ça, tu sais. Mais c'est vraiment étrange. T'as pas vu le film ? Il sort pas de l'eau. Le film, je préfère qu'on n'en parle pas non plus. on va en parler, mais peut-être. Ouais. C'est ça. Après, pour continuer sur le parallèle avec le Seigneur des Anneaux, parce que je pense que de toute façon, on est obligé de parler de l'un et de parler de l'autre. Hein. Il y a la rencontre donc pour moi avec Gollum qui a été réécrit comme scène, ça, qui débute vraiment le Seigneur des Anneaux pour moi. Et c'est vrai qu'apparemment à la première rencontre, Gollum donnait littéralement l'anneau à Bilbo, alors que dans la version définitive qu'on a, il le gagne. C'est pas ça. Là, certainement. J'ai rien lu sur la question, si je te fais confiance. Je trouvais ça marrant. En fait, il a changé l'enjeu carrément du truc. Et le nécromancien aussi. C'est vrai que la première fois que j'ai lu le Hobbit, j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais le nécromancien, pourquoi il l'appelle pas machin, c'est bizarre, tu vois. Et puis là, même en l'ayant relu, c'est vrai que j'ai dû aller faire 2-3 recherches pour être bien sûr de qui on parlait, pardon. Et
Et tout ce passage, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment des passages très noirs. Moi, quand il est à Dol Guldur et tout ça, c'est vrai que là, pour moi, on n'était plus vraiment sur du conte pour enfants. Et j'étais vraiment curieux de savoir qui était ce nécromancien, son histoire, parce qu'au final, on n'en sait rien. Enfin, on n'en sait pas beaucoup plus, en fait. Et là aussi, ça marque vraiment les événements qui vont arriver dans le Seigneur des Anneaux. Ouais, bah, je pense que ça fait partie des choses qui ont été un petit peu modifiées au fur et à mesure. Là, je viens de relire un peu mes notes et j'ai noté justement que le passage justement avec la rivière enchantée et les nains qui se font capturer par les elfes, en fait, il n'était pas dans la première version. Et je pense que ça a été rajouté notamment pour faire un lien avec la bataille des 5 armées. Tu vois. Donc je pense qu'il y a ce truc, ouais, effectivement, d'avoir rajouté des éléments pour densifier un peu l'univers et faire en sorte qu'on ait plus l'impression d'être dans un monde plus large que ce qu'on en voit avec nos yeux de hobbit. Et ce que tu dis rejoint un peu ça, c'est-à-dire qu'il va faire des pas de côté par rapport au récit principal pour nous faire comprendre qu'il y a autre chose et que nous, en fait, on est, ça revient encore à ce qu'on disait avant, nous, on suit les histoires d'enfants, tu vois, les histoires d'aller chercher la pierre et d'aller combattre le dragon. Et le reste, c'est les personnages comme Gandalf. Tu vois, les vieux magiciens, c'est eux qui prennent la responsabilité de ça, parce que c'est trop gros pour les hobbits et les nains, si tu veux. Là, il y a même une question de taille, tu vois, carrément dans le récit. Ah oui, si, juste, et pour finir, pareil, je l'avais noté, ça, j'en ai pas parlé, mais à la base, Bilbon devait tuer le dragon. En fait, il devait utiliser Dard pour tuer le dragon. Donc on a vraiment la fin d'une quête héroïque de contes de fées où le personnage va tuer le monstre, et c'est ça. Ouais, et là, on n'y est pas du tout, finalement. Enfin, la dernière grande action de Bilbon, c'est effectivement d'aller négocier la paix. Et sa réconciliation avec Thorin, qui sont vraiment pour le coup des comportements de il est touchant ce passage en plus. Et oui, ce que je voulais dire, parce que tu parlais de taille, et pour moi dans ce bouquin c'est quelque chose qui est vraiment très 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 important, parce que ça marque en fait la différence entre on peut dire les enfants, les hobbits, les nains d'ailleurs, parce que les persos principaux sont vraiment petits en fait. Le seul nain qui est adulte dans l'idée, c'est Thorin, et Thorin il est un peu plus grand que les autres. Il reste quand même petit. Je sais plus, je crois que c'est dit, il me semble que j'avais noté qui dit que c'était un nain de bonne stature, mais je sais pas s'il parle de son statut de roi ou son statut physique. Enfin, souvent c'est lié. Après, on pourrait parler aussi de la vision de la société de Tolkien, mais c'est un autre problème. Ça peut être un double langage. Donc du coup c'est vrai que tout est, pour eux tout est gigantesque, et Tolkien il appuie vraiment ce propos-là avec par exemple les bestioles. Elles ont toutes une taille démesurée en fait, et c'est pas simplement par rapport aux hobbits. Il me semble que par rapport aux elfes ou machin comme ça, les araignées par exemple seraient très grandes, et ils sont toujours dans des lieux, enfin souvent dans des lieux aussi qui sont à taille gigantesque. Et pour moi, ça marque encore plus la différence entre l'enfance et l'âge adulte, en fait. On les voit vraiment écrasés des fois par tout ça, par toutes ces épreuves et les lieux qu'ils traversent et les ennemis qu'ils affrontent, qui sont toujours à chaque fois... Alors là, en parlant de Smaug, on n'en parle même pas. Moi, je pense qu'un enfant peut facilement s'identifier... Les trolls aussi, qui sont monstrueux, qui arrivent à les choper limite par une jambe et à les soulever... et à les soulever d'une main. Et c'est vrai que les persos qui eux sont vraiment tout petits sont toujours confrontés à des trucs vraiment monstrueux, quoi, ou au moins démesurés. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait interpellé. C'est pas possible à chaque fois ils peuvent pas rencontrer quelqu'un de normal en fait. Il y a les gobelins, tu vois, mais eux c'est une masse nombreuse. Tu sais, c'est les mauvais enfants. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et il y a Gollum aussi. Ouais, mais lui, on le sait pas encore, mais c'était un hobbit. Donc, il est tout petit. Ah oui, mais c'est normal, il commence par un petit problème. Exactement. Les créatures, les monstres sont toujours gigantesques. En plus, il y a les géants de pierre, donc là, t'as le sentiment d'être écrasé encore plus parce qu'ils
il manie les pierres, le tonnerre, tout ça en pleine tempête, donc ils se sentent vraiment impuissants face à la puissance des géants. Et par contre, ce qui est très étonnant, c'est que certes, ils ont toujours une taille beaucoup plus grande, ils sont beaucoup plus impressionnants, en tout cas ils impressionnent les personnages, mais le plus déroutant, c'est que ces monstres parlent. Ils leur parlent, peu importe finalement entre les trolls, les wargs, les gobelins, les aigles, les araignées, que ce soit des créatures plus humanoïdes ou animales, elles parlent toutes, et je trouve qu'en termes de ton, mais elles sont pas non plus hostiles, au niveau des mots choisis, ça reste quand même accessible. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Oui, c'est vrai, même les araignées, elles parlent, ouais. C'est marrant, j'avais pas... Ça, c'est vrai que le langage, j'avais pas spécialement fait le rapprochement. Ouais. Elle parle parce qu'il met l'anneau. Il peut, comme il met l'anneau, il peut les entendre, vu que c'est des créatures du mal. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que, je pense que ça fait partie de l'élément qui fait plus littérature jeunesse, dans le sens où tu comprends pourquoi les créatures, elles sont méchantes, entre guillemets, parce que les trolls, ils ont faim. Et c'est presque comique le passage avec les trolls où ils savent pas ce qu'est un combat hobbit, tu vois, la contraction entre cambrioleur et hobbit. C'est ça, ils réfléchissent à la manière dont ils vont les manger. Alors à la fois c'est horrible, mais d'un autre côté c'est vraiment... c'est une petite blague que tu pourrais faire à ton petit neveu ou ta petite nièce. Je vais te manger, je vais te cuire au four avec la pomme dans la bouche, etc. Tu vois, c'est un peu ce côté-là. Ne dites jamais ça à un enfant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non, faites pas ça. Sinon c'est j'ai 10 vu ans mon de petit thérapie. frère se faire cuire dans un placard, monsieur, quand j'étais petit. Hein. Horrible. Et je m'en souviens encore, c'est dire. Ouais, j'imagine. Après, tu peux j'avais consulter. Beaucoup ri. J'avais beaucoup ri à ce moment-là. C'est pour ça que je m'en souviens. Il y a cette idée, les araignées, de toute façon, les araignées, c'est pas beau, c'est méchant. Donc, c'est normal qu'elles soient méchantes et qu'elles aient ce côté un peu agressif. Mais effectivement, il n'y a pas le mal avec un grand M qui veut mettre le monde en esclavage et. Non. Et voilà quoi, et tout détruire et mettre des brumes noires sur le monde quoi. On n'est pas là. Exactement, c'est ça. Non, puis toutes les situations, aussi horribles soient-elles, parce que c'est vrai, comme tu dis, ils allaient juste se faire bouffer, cuire et déguster, et même là-dedans, il arrive à glisser, à dédramatiser en fait. C'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup, je trouve, d'espièglerie, beaucoup d'humour, beaucoup de trucs comme ça pour dédramatiser les situations en fait, pour que ce soit peut-être un peu plus adapté, je dirais, par exemple aux enfants, mais il n'y a pas une situation, à part la guerre, où on se sent vraiment en danger, en fait, où on sent vraiment le héros en danger. Justement, moi je trouve qu'il passe les épreuves à chaque fois avec une facilité assez déconcertante. Il n'y a jamais un moment où il galère vraiment, et il trouve toujours des solutions. Alors des fois un petit peu faciles, comme avec l'anneau, quand il met l'anneau et des machins comme ça, mais bon, après faut bien lui trouver une utilité, de toute façon. Mais voilà, encore une fois, on retombe sur nos pattes avec le conte. Il y a énormément de passages d'humour, c'est très drôle. Rien que la première rencontre entre Bilbon et Gandalf, où Bilbon dit simplement bonjour. Et là, Gandalf, qu'entendez-vous par là? Me souhaitez-vous le bonjour ou constatez-vous que c'est une bonne journée, qu'on le veuille ou non? Et là, t'es complètement dérouté par la scène. Alors que toi, tu tombes sur un mec comme ça tu lui dis, mais t'arrêtes de me faire chier en fait. Non, mais c'est ça, mais c'est vrai. Et même la présentation des nains à Béorn, où il y a juste Gandalf et Bilbon qui vont se présenter à lui, et et Gandalf évoque le fait que il narre les péripéties qu'ils ont subies, et il y a un moment il glisse le mot au groupe, et Béorn qui dit mais attendez, vous pensez que 2 c'est un groupe? Et bien justement je n'ai pas parlé de tel et tel nain, et puis il y a 2 autres nains qui arrivent comme ça tous les 5 minutes, et c'est le comique de répétition, mais cette scène elle est énorme. Mais cette scène elle m'a fait hurler, ouais. Et puis tu l'imagines vraiment, l'autre bien bourru, prêt à les découper en 2 si exactement. Si besoin,
Ah bah en fait il y en a 2 autres, tu dis mais il va craquer un moment, c'est pas possible. Mais oui, ouais, mais il arrive à encaisser le truc. Mais c'est vrai que c'est super bien amené, ça. Ce passage-là, je l'avais oublié quand je l'ai relu pour la chronique. Là, j'étais vraiment mort. Bah, si on veut parler des parallèles, je trouve qu'on est assez proche de Bombabil, Oui. enfin, dans un autre, Ouais. dans un autre registre, mais il y a encore cette idée où il y a un personnage très puissant dans la forêt qui comment dire, qui est là pour aider le groupe dans un moment où ils en ont vraiment besoin. Enfin, tu vois, je trouve ça assez marrant, et tous les parallèles qu'on peut faire entre les deux récits. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux de repos, entre gros guillemets, dans le, je dirais dans l'œuvre de Tolkien en général. Enfin, pour le peu que j'en ai lu, que ce soit dans le Seigneur des Anneaux ou dans le Hobbit. Et c'est souvent des lieux qui sont, comment dire, Dans la forêt déjà. dans des forêts, ouais, voilà, enfin des lieux lumineux, rassurants. En fait, la maison de Béorn, ça en fait partie. Cul-de-sac et tout ça, qui font vraiment un contraste avec les lieux, ouais, voilà, menaçants. En fait, là où ils affrontent tous les dangers, qui sont souvent très sombres, hein, des tunnels, des grottes, et des trucs comme ça. Quand ils sont même pendant la guerre, ils sont enfermés littéralement dans la montagne. Donc là encore, un endroit clos. Et même si il est avec un groupe d'amis, on peut sentir le danger de la guerre qui pèse derrière sur eux et qui d'ailleurs va éclater. Hein. Et moi, personnellement, ces lieux, ils me font aussi du bien. De me dire, voilà, on peut relâcher la pression, on sait qu'il va rien se passer. Donc là, on attaque en plus chez Béorn avec une scène où on est mort de rire, et on sent bien que même si ça peut être un personnage dangereux, Béorn, parce qu'il se transforme, et à un moment, on le sait, hein, il est derrière la porte. Et ben malgré ça, on sait très bien que les hobbits sont pas, enfin les hobbits et les nains, le hobbit et les nains ne sont pas en danger. Et ça, je trouve que ça, pareil, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment beaucoup dans les contes de fées. C'est-à-dire que l'enfant, il faut qu'il soit aussi rassuré de temps en temps et pas en tension permanente, et de pas savoir où il peut se reposer ou pas. Et ça, c'est des lieux qui font du bien au lecteur, je pense aussi, et qui sont beaux et très très bien décrits. Ça va avec l'idée aussi que Tolkien, j'en avais parlé quand on avait fait l'épisode avec Fairy. Il y a cette idée de cas catastrophe, c'est-à-dire il y a quelque chose de un mal puissant qui va s'abattre sur le monde, et l'enjeu de la quête, c'est de le repousser. Donc d'ailleurs, on le sent plus dans le film qu'il y a quelque chose qui se prépare, hein, derrière le Hobbit, qui va éclater dans le Seigneur des Anneaux. Et je pense fait partie des choses qu'il a ajoutées par la suite. Mais on le sent quand même un petit peu dans le livre. Enfin, il y a quelques détails. T'en as parlé avec le nécromancien, etc. Mais il y a cette idée, voilà, que le mal existe. Il va essayer de faire le mal. C'est son but. Et on va réussir à le repousser. Mais il va revenir. Mais il y a quand même cette idée on va réussir à le repousser. Et même dans le Seigneur des Anneaux, où les choses ont l'air... plus on avance dans le livre, plus on se rapproche du Mordor, et plus les choses ont l'air désespérées. Mais en fait, il y a toujours cette idée d'espoir, et ça va aller. Tu vois, ouais. Même si la situation est un peu désespérée, ça va aller. C'est ça. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'est pas complètement oppressé quand on lit le Hobbit ou même le Seigneur des Anneaux. C'est que il y a toujours quelque chose de positif en sous-texte. Tu vois, on n'est pas noyé dans le sombre, etc. Alors que si ça avait dû être écrit aujourd'hui, peut-être que par un autre auteur, peut-être qu'on n'aurait pas eu ces touches d'espoir, et que ça aurait plus mal fini, ou différemment en tout cas. Ouais, qui nous aurait mis au plus bas, mine de rien, parce que c'est vrai que... Ouais, et il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, ça t'as peut-être plus ta cam, je sais pas, par rapport aux inspirations, parce que je sais qu'il fait beaucoup le parallèle avec Beowulf quand on fait des recherches sur le bouquin. Alors moi, je t'avoue que j'ai aucune connaissance là-dedans. Je sais pas du tout en quoi ça pourrait être similaire ou pas, ou il pourrait y avoir... Et bizarrement, toi en plus, tu m'as dit que c'était pas forcément le cas, enfin que t'avais pas trouvé. Alors avec Beowulf, pas spécialement. Après, moi je suis pas un spécialiste du vieil anglais, de la littérature en vieil anglais. Moi j'ai surtout travaillé sur des textes en islandais. Donc ça, je peux plus en parler, parce qu'il y a beaucoup de références pour le coup avec... ne serait-ce que le dragon, ça renvoie directement Fafnir, donc le dragon Fafnir, et Sigurdur
celui qui va tuer le dragon. Hein, c'est le fameux épisode où il plante l'épée dans la partie molle du dragon, hein, là où il y a une écaille qui est... il n'y a pas d'écaille. Non, il est juste mou dessous, je crois. Enfin, il creuse un trou. C'est l'histoire des Nibelungen, hein, si j'avais. C'est la même, plus ou moins. Donc là, il y a des références, effectivement, à des épisodes comme ça. Dans les noms aussi des personnages, Gandalf, c'est l'elfe au bâton. Donc Alf, c'est l'elfe, et Gundul, c'est un mot qui peut renvoyer au bâton ou à la baguette magique. Donc voilà, ça décrit assez bien le personnage. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Je m'étais fait Je m'étais noté des trucs, évidemment je vais pas les retrouver. Comme j'ai dit, il y a tout un jeu avec les mots. Si, Smaug, évidemment, le mot Smaug. D'ailleurs, c'était pas son nom à la base, il s'appelait Pruftan, je crois, un truc comme ça. Et finalement, il l'a appelé Smaug, et c'est un terme, un verbe en vieux germain qui signifie, qui signifierait ce que je crois que c'est une reconstruction à partir de plusieurs langues germaniques plus tardives. Se glisser dans un trou, par exemple. Donc on est clairement dans l'explication. Enfin, quand tu vois le mot Smogan et que tu es un peu versé dans ces trucs-là, le mot Smaug, tu dis ok, bon, je sais ce qu'il fait lui, c'est clair. Je ne savais pas la première fois que je l'ai vu, parce que j'étais un peu jeune pour parler de ces trucs-là. Voilà, enfin, il y a plein de trucs comme ça qui traînent un peu partout, donc il y a des références. Et effectivement, il est professeur en fait de littérature de vieil anglais, donc il connaît aussi toute cette culture donc germanique, pour faire large. Mais c'est inspiré, mais des fois c'est un peu lointain. Le personnage de Gandalf, il ressemble pas mal au personnage de Odin, parce qu'il a plein d'incarnations différentes, Odin, donc c'est un peu difficile de parler d'Odin comme quelque chose de fixe, mais ça pourrait être la forme de Vectamul. C'est une forme sous laquelle il apparaît comme un vieillard avec une longue barbe blanche, avec un manteau, un bâton de marche, etc. Donc voilà, enfin il y a plein de choses comme ça, des choses qui sont tirées de la Völuspá, par exemple. Donc, le nom de Thorin, Oakenshield. En fait, Oakenshield, ça vient de Ekinskuldi de mémoire. Je sais plus, je vais retrouver la note. Je crois que c'est Ekinskuldi, qui veut dire c'est Skaldi, voilà, c'est le terme pour bouclier, c'est Skaldi. Donc là, si vous les voyez écrits, les deux mots côte à côte, ça se voit qu'il y a une racine commune, quoi. Mm-hmm. Et ça, c'est tiré de la Völuspá, donc le dit de la voyante. C'est un poème eschatologique, je crois qu'on dit. C'est pas ça, non, c'est toi le prof, hein. Enfin, voilà, effectivement, il y a plein d'éléments qu'il a récupérés, mais je pense que c'est pas mal de clins d'œil, de choses comme ça. Je pense pas qu'il y ait une continuité, qui veuille faire une continuité, quoi. C'est ouais, d'accord. C'est juste des influences ou des ouais, voilà, il prend ce qu'il connaît et ça permet effectivement. Là, on est dans la mythologie. Enfin, il y aurait des débats sur la question, mais dans la pensée populaire, c'est de la mythologie. Et lui, il crée une mythologie. Donc, autant aller s'inspirer de ça. Je sais qu'il s'est beaucoup plus servi du Kalevala, par exemple. Mais comme je l'ai pas trop lu, le Kalevala, j'ai vu des extraits, pas en entier, je saurais pas non plus. Puis je l'ai pas lu en finnois, parce que je parle pas le finnois. D'accord. Mais il s'est aussi beaucoup servi de contes de fées. Les frères Grimm en tête, avec la princesse et le gobelin, par exemple. Ouais. Non, c'est pas les frères Grimm. La princesse et le gobelin, c'est. Si, c'est les frères Grimm, celui-là. Oh, je sais plus. C'est par quelqu'un, ça a été écrit voilà, par quelqu'un. Si, je crois que c'est eux, et la suite, c'est un autre auteur. Je crois que c'est ça le piège. Enfin, il s'est beaucoup servi de contes aussi, tu vois. Il s'est servi de beaucoup de choses, de ses voyages. Donc oui, on peut parler des inspirations de la littérature germanique, mais il n'y a pas que ça. Et il y a une grande part d'originalité chez Tolkien aussi. Est-ce que ça satisfait un minimum les questions que tu te poses ?
Ah bah oui, carrément, non mais c'est toujours intéressant, toi c'est vrai que t'as une meilleure culture là-dessus que nous, enfin en même temps c'est ton truc, hein. Donc j'ai bossé presque 10 ans dessus, c'est un moment faut que ça pète, quoi. Voilà, non mais je veux dire, au bout d'un moment, tu me remercieras plus tard, parce que sinon à qui tu vas en parler, sans déconner? Non mais... Ouais, dans un dîner mondain ça marche pas très bien, puis comme j'ai pas au dîner mondain, ouais voilà, c'est ça. Si, tu peux te le répéter devant la glace, histoire de te la péter un petit peu, mais bon. Là, il y a des auditeurs, donc autant en profiter, quoi. La question que je me pose un peu plus, c'est pourquoi autant de nains, alors que finalement, ils ont moins d'intérêt que la communauté de l'anneau. Dans la communauté, chacun a un rôle un peu précis, représente quelque chose, alors que là, on a plein de nains, alors qu'au final... T'en mets 3 ou 4, ça revient au même. C'est vrai, c'est une très bonne question. Mais il y a plein de nains, ça je te rejoins. Pour créer plus de désordre aussi, peut-être. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Alors, je pense que la réponse est certainement très simple. Et si on nous la met sous le nez... Si tant est qu'il y a une réponse, hein, ça se trouve, c'est juste... si on veut revenir sur les inspirations, la littérature scandinave ancienne... il y a pas mal de listes, enfin ça se fait dans plein d'autres littératures anciennes, hein, les listes de noms. Donc est-ce que c'était pour rejoindre un peu ce truc-là Je sais pas. Mais ouais, je pense qu'il y a une raison assez simple, ou peut-être pour se sentir entouré. Peut-être plus de sécurité. Que Bilbon soit pas tout seul. Et puis il y a un certain comique aussi, rien qu'au niveau de leurs prénoms, où il y a des prénoms qui sont assez similaires. Enfin, je trouve que Gandalf le fait très très bien d'ailleurs au début dans la trilogie de Peter Jackson, c'est qu'il compte sur ses doigts, alors Nori, Ori, Glory, enfin il compte vraiment tous les nains et tu dis mais mon dieu, mais Bilbon est envahi de nains, enfin comment va-t-il faire pour s'en débarrasser, enfin je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de comique aussi dans ce nombre. Ils sont pas forcément tous très utiles et on met vraiment l'accent sur certains d'entre eux, malheureusement pas tous, mais oui, Bilbon se fait envahir de nains. Et puis d'ailleurs le passage où ils arrivent chez lui, c'est assez marrant quand même, il le dévalise littéralement, lui il assiste à ça complètement dépité, en plus il est sympa comme tout, donc il donne tout ce qu'il a. Et ouais, c'est vrai, je me suis demandé comment je réagirais moi s'il y avait une dizaine de lascars comme ça qui débarquaient à la base pour tout me manger. Franchement je crois que je le prendrais mal. Faudrait que Jackie te trouve. Parce que là ça va, j'habite pas dans un trou. Ce qui est drôle aussi, c'est que c'est Gandalf qui les invite à l'insu de Bilbon, et que lui il est pas du tout parti pour aller faire une aventure, ouais. Alors que les nains, quand ils arrivent, ils sont déjà dans l'idée que voilà, ils amènent le contrat, etc. Ah bah ouais, ils ont leur cambrioleur. Même ça je trouve ça rigolo, quoi. Ils cherchent, enfin, est-ce qu'il y a vraiment des entretiens d'embauche pour cambrioleurs, tu vois. C'est vrai, ouais. Et au final, est-ce qu'il a vraiment le choix, Bilbo? Parce que là, c'est vrai que Gandalf l'a choisi, ils arrivent, comme tu dis, avec le contrat, à la limite, c'est vrai que tu peux pas refuser, quoi. C'est... D'autant plus qu'il lui propose quand même une bonne somme, donc... Au début, il est pas chaud pour signer, quand même. Il tombe dans les vapes à l'idée des dragons, ouais, etc. C'est vrai, c'est ça. Bon, pour vous, c'est ok? Je pense qu'on a fait le tour, non? T'essayes de t'échapper, hein. Tu peux vraiment pas parler du film. Il essaye. J'ai senti. Ah oui, j'ai senti. Oui, c'est vrai. Non, mais allons-y, gaiement. Non, mais je voulais reparler, dans le sens où, moi je trouve que c'est pas une bonne adaptation du Hobbit, clairement, mais que, souvent il se fait bâcher pour des trucs. Après, sur la partie technique, l'interprétation et tout, bon, pour la partie vraiment cinéma, je peux pas en dire grand chose, je suis pas un grand spécialiste du cinéma. Par contre, sur la partie adaptation pure et dure, si on fait la comparaison avec Le Seigneur des Anneaux, finalement il prend plus de Peter Jackson, donc, qui a réalisé les deux séries de films. Peter Jackson a pris plus de liberté avec Le Seigneur des Anneaux qu'avec Le Hobbit. Sans parler du fait, dans Le Hobbit il rajoute beaucoup de choses, mais si on parle juste du matériau Hobbit en lui-même, il change pas grand chose finalement. Il va juste rajouter des éléments, alors que dans Le Seigneur des Anneaux, il va beaucoup plus changer le rôle des personnages, les événements, pas tant que ça, mais il va omettre beaucoup de choses, et c'est pour le bien du film, puisqu'effectivement Le Seigneur des Anneaux se suffit à lui-même en fait.
Alors que le Hobbit, j'ai l'impression que si t'as pas lu le Hobbit et que si t'as vu le Hobbit sans l'avoir lu, en fait tu passes vraiment à côté d'un truc. Alors que quelqu'un qui a juste vu le Seigneur des Anneaux, bah je trouve pas que ce soit forcément nécessaire de le lire en fait. C'est deux plaisirs différents. Alors que le Hobbit, bah on manque un truc en fait à la non-lecture. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Bon, moi j'en pense pas grand chose, tu sais. Non, j'ai vraiment pas. Moi il y a des trucs qui m'ont pas accroché dans le Hobbit. Après t'as sans doute raison, mais c'est vrai, moi je l'ai regardé. En fait je l'ai regardé en parallèle du bouquin. C'est-à-dire que quand je l'ai terminé, je me suis dit tiens, bah, allez, je l'ai jamais vu, je vais le regarder. Et comme tout le monde, je pense que j'ai dû souffler, j'ai dû hurler, j'ai dû machin, justement au vu des éléments qu'il avait rajoutés, c'est vrai. Et je pense que c'était aussi pour coller un petit peu à ce qui se fait actuellement. Je veux dire, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais par exemple dans le Hobbit, il n'y a aucun personnage féminin. Ouais. Alors que là, déjà, il y en a beaucoup plus. Il y a une romance. Il y en a beaucoup plus, il y en a un, tu sais. C'est sûr, quand il passe de 0 à 1, ça fait une explosion. Voilà. Bon, il y a Galadriel quand même. Non, mais bon, voilà. Entre autres choses, tu vois ce que background, mais elle est là. Justement, dans le Seigneur des Anneaux, les femmes ont un plus grand rôle que ce qu'elles ont dans le livre, c'est dire. Et ça passe beaucoup mieux. Alors que, par exemple, Arwen est complètement absente du Seigneur des Anneaux en réalité, hein, si on se réfère juste au livre. Alors qu'elle a un rôle un peu plus important dans le Seigneur des Anneaux, c'est pas non plus incroyable, quoi. Surtout, enfin, elle sert surtout à comment dire, la narration en fait du personnage d'Aragorn, hein. Donc ouais, on peut pas parler d'un rôle de premier plan, et pareil pour Galadriel. Mais déjà, enfin tu vois, il y a eu une tentative de mettre un peu plus de personnages féminins, mais ça passe parce que en fait le matériau était déjà présent dans le livre, alors que là effectivement le personnage sort de n'importe où, et en fait ça ouvre un arc narratif qui est pas très intéressant. Enfin, ça donne un peu plus de poids à un certain nain, et ça permet de mettre Legolas dedans, quoi. Enfin, c'est ça, quoi. Ça fait vraiment faire valoir pour le coup, quoi, je trouve. Alors qu'elle a plus de... J'attendais ce mot-là, je l'attendais. Elle a plus d'action dans le Hobbit que ne l'ont les femmes dans le Seigneur des Anneaux, excepté Éowyn. Voilà. Mais finalement elle fait plus faire valoir que ne sont les personnages du Seigneur des Anneaux, alors que ce seront encore plus des faire valoir dans le Seigneur des Anneaux. Tu vois, je sais pas si je suis très clair. Non, mais si. C'est vrai que ça c'est un peu voilà, mais après c'est pas non plus enfin le fait qu'il l'ait rajouté en soi, c'est pas, moi ça me pose pas spécialement de problème, quoi. C'est enfin, ça va avec le reste des rajouts, quoi. Tu te demandes pourquoi avoir fait ça. Est-ce que ça avait vraiment un intérêt? Je suis pas sûr, quoi. Mais c'est vrai que sinon tu te retrouves qu'avec des bonhommes tout le temps, donc c'est pas non plus. C'est vrai. Je pense qu'à la longue c'est fatigant, quoi. Je sais pas, Béra, toi t'en as pensé quoi des films? Bah, moi, comment dire, moi ils m'ont plu. Que ce soit aussi bien la trilogie du Hobbit que la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et je pense que, effectivement, enfin, à la lecture du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, il manque vraiment des figures féminines. Et je pense qu'au cinéma, malheureusement, tu peux pas faire l'impasse sur des personnages féminins, parce que tu répondrais pas à l'ensemble du public. Donc Peter Jackson a fait un choix. Après, en faire une romance, bon, ça se discute. Je sais que l'actrice Evangeline Lilly a vraiment pris cher pour ce rôle, enfin, au niveau de, comment dire, au niveau des fans, etc., au niveau du public, qui n'ont pas été convaincus par sa presta. Mais après, il l'aurait pas fait, il y aurait eu également de la critique. Donc je pense qu'il avait tout intérêt à le faire, et puis ça permet effectivement d'intégrer Legolas, mais au-delà de ça, il a, comme on disait tout à l'heure, Peter Jackson a beaucoup plus ajouté finalement que modifié, et que ce soit par exemple l'histoire avec Azog le profanateur, ou même comment dire, finalement ce que va faire Gandalf, parce que j'ai plus souvenir que Gandalf s'explique sur son départ, sur ce qu'il va faire.
et ça permet de creuser un petit peu plus la terre, toute la mythologie sur la Terre du Milieu. Et je trouve que ça apporte quelque chose. Peut-être la chose qui a peut-être plus déstabilisé finalement ceux qui connaissaient pas le livre et qui ont vu le Hobbit au cinéma, c'est le fait que Smaug meurt si rapidement et qu'on se retrouve, on enchaîne avec une bataille juste derrière. Le découpage, il y a beaucoup de spectateurs qui l'ont pas compris et je pense que cette frustration finalement de ne pas garder Smaug assez longtemps et d'arriver si vite à sa fin, et ben cette frustration elle a été commune aussi bien au livre qu'au film, j'ai l'impression. Comme on le pose vraiment comme l'objectif, en fait, effectivement, on se doute pas qu'il y a quelque chose après. Et le film pâtit de ce que le livre pâtit, parce que c'est vrai que ça nous a moins marqué aussi la bataille des 5 armées, parce que c'est rajouté. C'est après, dans le livre, t'es dans le temps du récit littéraire, n'est pas le même que le temps du récit cinématographique. Donc t'as plus le temps de te poser les questions et de te remettre de quelque chose que dans un film où en fait tu prends tout dans la tête et du coup t'as pas tellement de temps de retrouver tes appuis, quoi. On dirait que c'est du sport. Mais là je te rejoins sur plusieurs éléments dont ni nous ni moi n'avons parlé, mais effectivement il faut que le film fasse le lien avec le Seigneur des Anneaux. Donc toute la partie avec Gandalf est plutôt la bienvenue. Mais c'est plus sur la mise en œuvre en fait qu'on peut faire une critique que sur le rajout, je pense. Ça aurait pu être fait différemment, peut-être pas étalé sur 3 films ils font quoi, 2h30, un truc comme ça. Et penser à un découpage différent, faire 2 films, faire le Hobbit et ensuite les explications de Gandalf et la bataille des 5 armées. Je pense que ça aurait peut-être pu faire différemment. Après je sais pas, c'est difficile de faire un scénario comme ça quand c'est pas son propre taf, mais de penser la construction différemment. Et sur le personnage, effectivement, je ne sais plus comment elle s'appelle dans le. C'est Toriel. Je pense que c'est ça aussi. J'avais un nom comme ça un peu en tête. C'est toujours pareil. Le problème, c'est que les gens vont râler sur l'actrice, alors que l'actrice, à part si elle fait une prestation nulle, effectivement on peut lui dire qu'elle a mal joué, mais a priori c'est pas son cas. Enfin, c'est quand même une actrice qui sait ce qu'elle fait, mais c'est la direction et l'écriture qui va pas, donc c'est plus sur Jackson qu'il faut aller râler ou ce genre de choses. Et on voit du coup que là les acteurs n'ont aucun poids sur ce genre de décision, parce que, enfin, je veux dire, n'importe qui est dans l'entourage de Jackson ou du type qui a pondu ça, il faut lui dire mais c'est pas possible en fait. Si tu mets un personnage féminin, faut faut autre chose en fait. Parce que là c'est vraiment, je trouve ça très très pauvre en fait, et en fait ça fait l'inverse de ce que ça devrait faire, tu vois, je sais pas comment dire, c'est que ça. Ceux qui de toute façon sont contre toute forme de comment dire, pas de féminisation, mais de laisser plus de place aux femmes dans n'importe quel secteur culturel. Là, on parle que de ça, mais on pourrait dire dans la société en général. Eux, c'est du pain béni, parce que du coup, comme c'est mal fait, ils peuvent dire regardez ce que vous faites à nos chères œuvres, etc. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui peuvent réclamer le fait que regardez, c'est bien quand on met des personnages féminins, c'est plus intéressant. C'est un peu le problème avec ce genre de choses, quoi. Si tu gères pas ça comme il faut, je trouve que ça crée vraiment des situations qui sont problématiques en fait. Mais bon, peut-être qu'à l'avenir on aura des choses qui fonctionnent mieux, quoi. Enfin, en tout cas c'est ce que j'espère. Parce que pour le coup, moi ça me dérangeait pas qu'ils la rajoutent. Enfin, pourquoi pas, j'aurais même viré Legolas en fait, et elle aurait suivi les nains, et voilà quoi, ils auraient fait leur tambouille entre eux, alors que là c'est vraiment. C'est lourdingue, quoi. C'était peut-être l'objectif à revoir, ou ses motivations, avoir quelque chose de plus profond, et qu'elle ait vraiment qu'on arrive plus facilement à la découvrir. Un truc, si tu veux garder l'aspect histoire d'amour, parce que c'est aussi un truc qui peut plaire. Enfin, moi je sais que j'aime bien les romances en général, quand
quand c'est bien fait, c'est un truc on peut facilement s'y référer. Enfin, il y a quand même c'est une expérience de la vie humaine qu'on vit tous plus ou moins d'une manière ou d'une autre. Mais elle aurait très bien pu être en fait envoyée sournoisement par le roi des elfes à suivre les nains, qui s'est aperçu qu'en fait ils se sont enfuis et que justement l'affection qu'elle peut avoir avec un autre nain va lui poser un dilemme moral. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je dois remplir ma mission ou est-ce que je dois plutôt écouter mon cœur, etc. Enfin, c'est bête comme dilemme, mais ça marche bien. Ça crée, là, on comprend vraiment l'ambiguïté et pourquoi est-ce que c'est un enjeu. Parce que c'est pas évident de répondre à cette question-là. Donc, voilà, tu vois, c'est un truc qui est tout bête, mais pour moi, ça aurait mieux marché que ce truc-là, quoi. Enfin, on se retrouve vraiment... on comprend pas trop d'où viennent les sentiments de chacun des personnages. Finalement, ils font pas vraiment de choix. Enfin, moi, j'aurais écouté mon cœur. Un peu plat, quoi. Puisqu'on en parle, hein. Si vous voulez mon avis, voilà. Ouais, c'est ce que j'aurais fait. Ouais, non, ok, mais bon, enfin, je pense qu'il faut pas non plus trop en faire sur la question, quoi. C'est là et c'est pas si grave, hein. C'est pas ça qui va faire que le film est nul ou pas. Enfin, puis moi je te rejoins, je trouve Merlin sur le coup, c'est que c'est pas une trilogie que je trouve complètement ratée, mais je trouve qu'elle adapte mal le Hobbit. Enfin, j'ai pas ressenti le Hobbit en regardant ça, quoi. Bon, on arrive au bout, on dirait. Cette fois, c'est bon. Non, je sais pas, vous avez des choses à rajouter ou pas? Non, écoute, pour moi, c'est tout bon. Je pense avoir fait le tour de la question. J'ai fait le tour de mes notes, en tout cas, donc déjà, c'est une bonne chose. Et j'ai également fait le tour de mes notes. Bon, c'est un bazar, donc je vais dire que j'ai fait le tour aussi. Du coup, il reste plus qu'à se dire au revoir, hein, c'est ça? Ouais, bah oui. Puis on se retrouve dans 2 semaines, comme d'habitude. On se retrouve dans 2 semaines, donc cette fois, ce sera un épisode un peu spécial. Ce sera de ma part, hein. Et puis nous, on se retrouve normalement tous les 3 d'ici 1 mois pour une super chronique. Ça va être rigolo, je pense. Ah, c'est ça, j'ai tellement hâte. Je crois que ça risque d'être la première chronique un petit peu acide. Mais non, ça... T'oublies, comment ça s'appelle Dracula et le dernier, ça, tu vois, j'ai même oublié le nom du truc tellement ça va souiller. Frankenstein, exactement. Donc, ouais, voilà, on se retrouve tous ensemble d'ici 1 mois. Non, mais il y aura pas que de l'acidité. Enfin, il y a des trucs à dire. Le livre est pas mal en vrai. Hein, donc, il y aura de l'objectivité, beaucoup d'objectivité. Ça va grogner. Je suis sûr que tu vas râler plus que moi à la fin, de toute façon. Parce que tu fais croire que c'est moi qui râle tout le temps, là, je t'ai bien vu. Pour une fois. Non, mais c'est vrai, j'avoue. Alors après, on verra, on va laisser un petit peu de suspense, et puis voilà, hein, voilà. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est un best-seller, alors au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Le best-seller est best-seller. Donc d'ici là, lisez bien, lisez beaucoup comme d'habitude, et puis surtout, et puis je pense que le plus important, vous pouvez nous retrouver un peu de partout sur Spotify, Deezer, YouTube, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. En ce qui concerne Merlin, où c'est qu'on peut te retrouver du coup? Essentiellement sur Insta. Étant donné que la page Facebook, j'ai encore des petits soucis parce qu'il y a des lutins un peu malfaisants qui ont méchamment piraté ma page. Je ne leur remercie pas. Mais en tout cas, sur Insta, toujours présente. Et côté Merlin, écoutez, il y a un site internet qui est en préparation et qui, si tout va bien, devrait sortir pour janvier. Walou. Super ça. De toute façon, hein, on partagera tout ça. Ça marche. Et voilà, donc on se retrouve dans 1 mois. D'ici là, lisez bien et lisez beaucoup. Et dans 1 mois. Dans 1 mois, salut!